Oui, rebonjour à toutes et à tous, promis, c'est la dernière fois que vous me voyez. C'est ma 6e table ronde. Donc, crise énergétique, décret tertiaire, réglementation environnementale 2020 des bâtiments neufs, REP PCMB, pardon, responsabilité élargie des producteurs liés aux produits et matériaux de construction du bâtiment. Bref, tout s'accélère dans la décarbonation du bâtiment vers des bâtiments durables et sobres en énergie. C'était un peu une évidence à l'heure du zéro carbone et de la guerre en Ukraine. Pour nous en parler, Anne-Claire Mialot, ma collègue, a rappelé que le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires allait arriver à 18h. Comment ne pas rappeler que vous avez été la conseillère territoire des premiers ministres Valls et Cazeneuve, que vous avez été conseillère territoire du président de la République Emmanuel Macron, préfète de l'égalité des chances en Seine-Saint-Denis, et donc aujourd'hui directrice générale de l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. On pourrait dire aussi du renouvellement urbain, mais c'est la rénovation urbaine. Donc justement, vous, comment vous vous emparez de tous ces enjeux, Madame la préfète? Merci beaucoup pour votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, pour l'ANRU, la question de la ville durable, de manière plus globale, avant de parler des bâtiments, elle est au cœur de la loi de 2003 qui a contribué à la fondation de l'ANRU, avec 2 objectifs, la mixité sociale et la transition énergétique. Renforcée en 2014 par la loi qui a lancé le nouveau programme de renouvellement urbain que nous sommes en train de mettre en œuvre aujourd'hui, avec cette volonté de participer à la construction de la ville durable et avec ce formidable effet de levier des 12 milliards d'euros du programme de renouvellement urbain. Et je remercie à ce titre nos partenaires qui nous soutiennent, notamment Action Logement, l'USH, par les bailleurs sociaux, mais également la Caisse des dépôts et l'État. Ces 12 milliards d'euros sont un formidable levier pour construire la ville durable de demain, en travaillant sur les quartiers, mais aussi en se servant de ce programme de renouvellement urbain qui nous permet d'agir sur 150 000 réhabilitations de logements sociaux, 150 000 créations de logements, mais surtout sur la transformation des quartiers et penser la ville durable de demain avec des bâtiments sobres en énergie, effectivement, qui soient au cœur de quartiers renouvelés, où la question de la ville durable, de la désartificialisation des sols, de l'accès aux services publics qui est essentiel, de la mobilité, soit pensée dans un enjeu plus global de renouvellement urbain et d'urbanisme. Et sur ce sujet, l'ANRU travaille avec plusieurs leviers. Un premier levier que vous connaissez, qui est le financement via le NPNRU. Le nouveau programme de rénovation. Le nouveau programme de rénovation urbaine, excusez-moi, des bailleurs qui réhabilitent des logements sociaux. Aujourd'hui, 70% des logements que nous finançons en réhabilitation sont des logements en BBC Rénovation. En bâtiment basse consommation. Oui, bon, mais vous connaissez tous le Oui, BBC pas Réno. tout le monde dans la salle, Madame la préfète. En BBC Réno moins 20, c'est-à-dire avec des performances énergétiques bien supérieures. Et donc, nous avons cette volonté, avec un accroissement au fil du temps, du soutien des logements à basse consommation. Et tous les logements, bien sûr, que nous finançons en reconstruction respectent la RE 2020. Mais au-delà de ça, nous travaillons en termes d'innovation grâce au financement du SGPI qui nous sont délégués pour accompagner des projets particulièrement ambitieux pour travailler sur les bâtiments sobres de demain. Et donc nous avons beaucoup d'initiatives, je peux vous en citer quelques-unes, à la fois sur l'isolation. Je le dis souvent, la technique Energy-Sprong a été testée à Vaux-en-Velin dans un programme de renouvellement urbain, mais je pourrais aussi citer à Nice des logements sociaux qui ont le label Passif Hausse, qui est porté par le bailleur Logirem, qui sont des chauffages avec très peu de frais de chauffage, mais aussi un travail sur les toitures végétalisées, sur la façon dont on arrive à construire des bâtiments sobres en énergie. Ça, c'est ce que nous faisons d'ores et déjà, et puis nous souhaitons aller plus loin parce que, vous le savez toutes et tous, les habitants des quartiers populaires, les habitants des quartiers politiques de la ville cumulent à la fois une précarité sociale, 44% en moyenne sont sous le seuil de pauvreté. Donc on est vraiment sur des quartiers qui concentrent une population en très grande difficulté et des quartiers qui concentrent des dysfonctionnements urbains et environnementaux avec une forte artificialisation des sols et des habitants qui nous l'ont dit dans un sondage que nous avons publié en début d'année, qui souffrent beaucoup plus de la canicule que les autres habitants France entière et qui souffrent beaucoup plus des problématiques de confort thermique en hiver et qui sont pour beaucoup en situation de précarité énergétique. Et donc face à ces enjeux, l'ANRU a décidé d'aller encore plus loin et c'est le sens de la démarche lancée par le ministre de la Ville et du Logement, Quartier Résilient, qui a pour objet de toujours essayer d'aller plus loin dans la mise en œuvre de ce de ce programme de renouvellement urbain. Vous avez raison, il faut que je fasse attention à nos sigles. On en a trop. Pour faire en sorte que dans tous les quartiers, les 450 quartiers sur lesquels nous intervenons France entière, nous
veillons à cette question de la résilience et à la façon dont on va traiter la production d'énergie, l'apport en énergie, pour faire en sorte qu'on sorte du gaz. 60% des logements sociaux sont chauffés au gaz. On ne peut pas rester dans cette configuration-là, il faut qu'on change dans les quartiers, mais qu'on puisse aussi travailler sur l'autoproduction d'énergie, on a des expérimentations de thalassothermie, de géothermie, travailler aussi sur la récupération des eaux avec l'ensemble des constructeurs. Nous travaillons sur ces sujets et je pense sincèrement que les quartiers en renouvellement urbain, grâce aussi à ce programme, sont des territoires d'expérimentation pour les constructeurs. Et on en parlait en montant, on a beaucoup de projets très innovants qui sont menés grâce à l'investissement de l'ensemble des entreprises et des bailleurs. Et je tiens à les remercier pour leur engagement, pour l'innovation, pour les habitants des quartiers populaires qui méritent qu'on fasse le maximum et qui sont prêts en plus à le faire et qui attendent vraiment qu'on investisse pour eux et qu'on les accompagne dans la transition écologique. Merci Madame la Préfète. François Pitty, vous êtes directeur prospective et marketing stratégique de Bouygues Construction. Comme son indique, vous construisez. Comment vous prenez tous ces enjeux à bras-le-corps ? Oui, bonjour à toutes et à tous. J'essaie de faire attention à mes acronymes. Oui, s'il vous plaît, sinon je vous reprends. Je n'ai pas repris SGPI tout à l'heure, qui est le secrétariat général pour l'investissement. Voilà. Donc, effectivement, alors ça vient d'être dit, on a des défis qui sont quand même, et on l'a vu dans l'intervention précédente, aussi avec RTE, qui sont devant nous assez titanesques, qui sont rapides, des mouvements fulgurants en termes de demande énergétique, d'attente citoyenne. Donc évidemment, pour Bouygues Construction, vous venez de le dire, il y a la dimension bâtimentaire qui vient naturellement. Bâtimentaire, c'est l'éco-conception, c'est essayer d'anticiper de plus en plus avec des outils numériques ce que peuvent être les consommations. On n'a pas de boule de cristal, mais on essaie d'anticiper au maximum ces évolutions et les performances. Pourtant, vous vous occupez de la prospective. C'est vrai. La boule de cristal, ça devrait être votre job. Mon nom de famille, c'est Pitty. Vous savez même. Oui, la Pitty, oui, pas mal. Oui. Se tromper parfois. Donc, oui, personne n'est parfait. Nul n'est prophète en son pays, patati patata. Il y a la dimension des matériaux, évidemment, des matériaux bas carbone, donc énormément d'investissements en ce qui nous concerne sur le bois, les combinaisons bois-béton, les bétons bas carbone, pour n'en citer que quelques-uns. Et puis la dimension, ça a été cité à l'instant sur Energy Sprong, par exemple, c'est un exemple où on expérimente, on commence à déployer, on apprend. Mais il a fallu se jeter effectivement dans la dimension opérationnelle, avec une dimension de recherche, pour essayer de nouvelles manières de concevoir au niveau bâtimentaire. Et puis après, il y a des leviers, d'autres leviers, par ailleurs, au niveau des échelles, notamment, c'est les échelles des îlots, où pour atteindre un bilan qui soit nul, on essaie de combiner au niveau d'un îlot la consommation, la production dans un bâtiment, la consommation dans un autre, des solutions de stockage, et puis ces mondes qui sont des mondes qui étaient auparavant plutôt en silo, de l'énergie, du bâtiment, de la mobilité, du numérique, de les rapprocher à travers des écosystèmes, à travers des partenariats, à travers des expérimentations, vous l'avez dit, on n'a pas de solution magique, mais on évolue, on expérimente, on innove, et puis on s'engage. On a des objectifs de moins 30% en 2030. 2030, c'est après-demain. Et donc, on a effectivement, dès aujourd'hui, ces chantiers où on expérimente ces nouvelles solutions. Donc, beaucoup de défis, mais je regarde le verre à moitié plein. Et je pense qu'il y a beaucoup de leviers justement de changement. On y reviendra dans le détail tout à l'heure. Jean-Éric Fournier, je me tourne vers vous. Vous êtes directeur du développement durable de Covivio, qui est un fabricant de la ville, mais qui est aussi une foncière, surtout une foncière. 2030, c'est l'atteinte d'objectifs importants avant la neutralité carbone en 2050, notamment dans la baisse des consommations d'énergie dans l'existant. Comment vous prenez, en tant que bailleur, ce virage ? Alors d'abord, bonjour à tous et bonjour à toutes et merci pour l'invitation. Peut-être dire que Covivio, c'est une foncière. Effectivement, notre métier, c'est d'être bailleur, comme vous l'avez dit, mais c'est aussi, nous sommes également développeurs. Nous construisons des immeubles, ou plus exactement, nous les faisons construire, mais pour les conserver dans la durée. Alors nous sommes propriétaires d'immeubles de bureaux en France, en Allemagne, en Italie, de résidentiels en Allemagne et d'hôtellerie à l'échelle européenne. Alors, une des premières missions que j'ai eues en tant que directeur du développement durable, fraîchement nommé en 2009, c'était de faire une cartographie énergétique et environnementale du parc.
Et précisément, parmi les 20 indicateurs qu'on avait retenus à l'époque pour scanner notre portefeuille, figurait l'énergie et déjà le carbone. Eh bien, Voilà. Et donc, félicitations. on a commencé à faire des analyses du cycle de vie parce que c'est un élément qui permet justement de mieux quantifier les impacts énergie, eau, déchets, carbone, matériaux des immeubles dès 2010. Je pense qu'on a été dans les premiers à le faire sur un hôtel, puis les premiers à le faire sur un immeuble en rénovation. Et tout ça nous a permis aussi d'avoir en interne un apprentissage. Et puis on a pas mal d'expériences aussi avec, ils sont très collaboratifs au sein de la profession, hein, avec notamment 2 groupes de travail au sein desquels nous intervenons, que ce soit le hub bas carbone avec l'IFPEB et Carbone 4, ou que ce soit Sequoia avec aussi d'autres acteurs. Et avec l'IFPEB, on a notamment des travaux, on a eu des travaux sur la flexibilité énergétique des bâtiments. Qu'est-ce que c'est, excusez-moi, la flexibilité énergétique? C'est-à-dire, on met de l'énergie, on prend de l'énergie lorsqu'on en a besoin? En fait, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la vocation des immeubles, ça va être de plus en plus d'être à la fois producteur d'énergie et consommateur d'énergie. Au sein d'un quartier où il faut avoir des échanges bien pensés, peut-être un équilibre effectivement à trouver. La dimension de l'îlot et du quartier sont clés dans cette affaire, de bien comprendre les interdépendances et puis les gestes les meilleurs. Donc on a fait tout un tas de simulations, notamment avec le concours de EDF et de RTE. Bouygues Immobilier fait partie de Bouygues Construction, attention. Ah c'est oui. Bouygues Construction. Fait partie notamment des acteurs qui nous entourent dans ces travaux, qui ont été éclairants et qui ont continué à nous permettre de mieux concevoir nos immeubles, de mieux gérer nos immeubles. Et puis à partir de 2015, une fameuse COP qui a abouti à un accord non moins fameux dans ces murs. Ça a été aussi l'occasion de s'interroger. Est-ce qu'on pouvait être compatible 2 degrés, oui ou non? Quel suspense. Donc la réponse est oui. Et donc forcément, on a été approuvé SBTI. Et donc forcément, après SBTI, il m'a demandé, mais est-ce que vous pouvez être aussi compatible? SBTI, c'est l'initiative des Nations Unies qui certifie les trajectoires carbone. Voilà, avec une approche extrêmement scientifique. Scope 1, Scope 2, Scope 3, c'est-à-dire les émissions directes, indirectes, amont, aval. Absolument. C'est toujours bien de le rappeler. Nous, Scope 1 et Scope 2, donc ça correspond dans nos métiers aux parties communes, à ce que nous gérons, nous, en direct, sur le parc en exploitation, mais aussi sur notre parc, j'allais dire, corporate, là où on abrite nos équipes. Et puis le scope 3, c'est les parties privatives des immeubles multilocataires et c'est les immeubles monolocataires. Et en plus, nous, chez Covivio, on fait tout par la face nord, donc on a mis aussi les travaux et les matériaux dans le scope 3 en se disant qu'il fallait que ce soit de la fête. Voilà, donc pour le scope 1 et 2, on est compatible 1,5 degré, c'est pas mal, et on se fixe un net zéro dès 2030. Et puis sur le scope 3, on a un peu moins la main quand même, on peut se le dire. Donc on va être ce qu'on appelle pompeusement well below 2 degrés, c'est-à-dire en fait entre 1,5 et 2 degrés. Voilà, ça ces travaux-là, c'est 2021. Et en 2022, on a travaillé à l'opérationnalisation, c'est-à-dire vraiment donner à chaque équipe une feuille de route 2030 sur l'exercice à mettre en œuvre, que ce soit en neuf, rénovation, restructuration, vous l'avez compris, et puis on pourra reparler du ZAN peut-être, je ne sais pas, et peut-être. Ou que ce soit sur le parc en exploitation. 2030, c'est après-demain, comme l'avait rappelé François Pitti. Nicolas Garnier, qui nous a rejoint en last minute, mais c'est très bien. Vous serez un peu la voix des élus locaux, puisque vous êtes directeur général ou délégué général, je ne sais plus. Délégué général. Délégué général de l'Amorce, ne me demandez plus ce que ça veut dire l'acronyme. Vous allez rappeler justement l'association des spécialistes dans l'économie circulaire, dans l'énergie, qui apporte des conseils, des bonnes pratiques à ses membres. Vous me disiez tout à l'heure. Dans l'eau aussi, je vais Dans l'eau, voilà. Oui. L'eau rentre dans l'économie circulaire. Donc, vous me disiez tout à l'heure, vous étiez un peu le papa de la REP PCMD, c'est cette responsabilité élargie des producteurs appliquée aux produits de matériaux de construction du bâtiment, là, qui est censée s'appliquer le 1er janvier, mais qui a pris un peu de retard. Bon, alors, comment vous voyez ce sujet aujourd'hui de votre fenêtre ? Alors, comme je suis un peu l'invité surprise, d'abord, je vous prie de m'excuser, y compris pour mes voisins. Peut-être d'abord partager ce que les élus viennent de vivre ces 6 derniers mois et partager une bonne nouvelle à partir des mauvaises nouvelles qu'ils ont eu à gérer. Un élu local, ça a eu à gérer ces 6 derniers mois des sécheresses, des incendies, des problèmes d'arrêté sécheresse. 90% des départements étaient en arrêté sécheresse. Multiplication par 4 de leur facture d'énergie.
Augmentation de 30% du coût de la gestion des déchets. Donc voilà, je voulais partager ça comme une séquence ultra violente que sont en train de vivre les élus locaux autour des questions environnementales. La bonne nouvelle, c'est que nous assistons à une mobilisation sans précédent des territoires sur la question des sobriétés. Pas de la sobriété, des sobriétés. À la fois une sobriété dans l'énergie, on va probablement en parler dans quelques secondes, une sobriété également dans les matériaux. Nous n'avons plus assez d'offres dans nos appels d'offres parce qu'il manque des matériaux. Il n'y a plus une benne à ordures sur le marché, enfin des choses parce qu'il n'y a plus les matériaux. Et puis également une sobriété dans le domaine de l'eau. Donc vraiment, on assiste à une dynamique, c'est un rendez-vous avec l'histoire, ce qu'on est en train de vivre. Un alignement de mauvaises planètes qui provoque ce qui était encore il y a quelques mois une sorte de déclaration incantatoire, il faut y aller, il faut faire, etc. Ça, c'est la bonne nouvelle. Après, si on revient sur la question du bâtiment, parce que je vais quand même essayer d'adapter mon intervention à la table, Tant qu'à faire. je vais un peu tomber à plat. Ce qui est intéressant, c'est que les bâtiments, les collectivités ont de multiples raisons de légitimité. Elles construisent leurs propres bâtiments. Les bâtiments, la consommation des bâtiments publics, c'est 5% du budget d'une commune. Au passage, 5, si vous avez suivi mon intervention précédente, multiplié par 3 à 4, ça veut dire que la consommation d'énergie est susceptible, dans certains cas, de consommer 15 à 20% du budget communal. Donc, on n'a plus le choix. Nous, il faut y aller, il faut passer à cette sobriété. Deuxième élément, les collectivités locales ont prise sur l'habitat, en particulier avec des acteurs partenariaux comme l'ANRU, comme l'ANA. L'Agence nationale de l'habitat, désolé, dès qu'il y a un acronyme, je reprends. J'en ai qu'un, j'espère pas passer la barre des 5. Et puis, il y a un nouvel élément que je voudrais mettre sur la table, parce que d'autres parlent mieux que moi de la question de l'enveloppe, c'est la précarité énergétique. 25% de certaines CCAS... Centres communaux d'action sociale. Je voulais laisser... À chaque fois, il y en a un qui me fait le test en disant, il me regarde, Voilà. vas-y, balance-le. À toi, puisque tu m'as. Ce sont des factures impayées. Aujourd'hui, il y a un Français sur 6 qui est en situation d'impayé énergétique. Imaginez si le bouclier tarifaire n'était pas là. Imaginez si le bouclier, on aurait peut-être une personne sur 4, une personne sur 5. Et il y a vraiment un enjeu aujourd'hui à accompagner cette résorption de la précarité énergétique. Donc vous avez à la fois la question du bâtiment public, la question du logement, la question des PME, PMI. Pas mal de collectivités sont en train de développer des services d'accompagnement dans le cadre de France Rénov'. Pour ceux qui connaissent, on a un élargissement puisque France Rénov' est fait pour accompagner d'abord... Nouveau service public de la rénovation. Exactement. Service public pour l'instant surtout d'information et d'accompagnement. Oui. Mais on travaille aussi sur la question des PME. Donc finalement, tout le bâti, c'est devenu de la prérogative des collectivités locales. Il faut rappeler au passage que le bâti représente quand même la moitié... Enfin, le chauffage et le bâti, on va dire, représentent la moitié de la consommation énergétique du pays, donc la moitié de la consommation énergétique de chaque territoire, si je fais un peu simple. D'ailleurs, petit aparté, Xavier est parti, mais je me permets une petite dialectique là. Attention quand même à ce qu'on ne s'illusionne pas sur une transition énergétique qui serait avant tout une transition électrique. Il y a quelque chose, il y a une petite musique qui s'installe pour dire que finalement la transition énergétique, c'est une transition électrique. Une transition électrique qui serait peut-être pas si sobre que ça. Développement des pompes à chaleur. Oui, il ne faut pas réfléchir aux mono-énergies. Non, il faut vraiment penser d'abord à consommer beaucoup moins. Et on Oui. a trop de textes qui favorisent d'abord la consommation d'électricité avant de consommer moins. Dans le domaine des collectivités locales, merci, je ne pensais pas que j'avais... Vas-y donc. il y a Tout le monde est réveillé qui encore. favorisent ça. Par exemple, un texte qui impacte les collectivités, le décret tertiaire, puisqu'on est dans le domaine du... Oui, je l'ai cité en introduction. Donc le décret tertiaire, il favorise trop l'usage de l'électricité parce qu'on fonctionne en énergie finale pour les plus spécifiques. Il contraint les bailleurs publics comme les collectivités, comme privés, comme Jean-Éric Fournier, à diminuer quand même drastiquement leur consommation d'énergie. Mais avec des horizons... en énergie finale qui favorise la solution électrique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Non. Mais donc, il y a un certain nombre de sujets comme ça dans lesquels on a l'impression que la solution, ça va être l'électricité. Moi, je suis de ceux qui croient, comme Xavier qui vient de partir, que la force française, c'est son outil électrique. Mais que cette force ne devienne pas une faiblesse. Que ça ne crée pas une dépendance à l'électricité qui nous met en zone rouge régulièrement. Aujourd'hui, quelque part, une partie de ce qui est en train de se passer, c'est parce que nous avons une partie du parc nucléaire qui n'est pas en situation de fonctionner. Mais l'autre partie, c'est parce que notre courbe de consommation d'électricité est très importante, extrêmement importante. Il y a d'autres pays qui fonctionnent autrement. Il y a d'autres pays qui se chauffent à 50% par des réseaux de chaleur au bois ou des réseaux de chaleur géothermique dont a parlé à l'instant la directrice de l'ANRU. Il y a d'autres modèles de chauffage, il y a d'autres modèles de consommation. Et je pense que c'est quelque chose que les élus ont compris et sur lequel il va falloir, j'allais dire, trouver des équilibres entre une fée électricité qui est réelle, parce qu'elle est en grande partie décarbonée, parce que c'est un outil de production d'abord national, et en même temps, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, sinon ça sera des zones rouges pour les 10 prochaines années.
pour les 10 prochaines années et pas pour les 2 prochaines semaines ou les 2 prochains mois. Fin de la parenthèse, elle me semble importante au regard du dialogue que doivent avoir les élus. Dernier élément, vous l'avez évoqué, il y a d'autres formes de sobriété que l'énergie. Il y a les questions en particulier de l'eau. On n'en parle pas beaucoup, mais je l'ai dit tout à l'heure, 90% des départements en arrêté sécheresse, une vraie réfaction, une vraie répartition de l'eau difficile dans nos territoires. Oui, il faut que le bâtiment aussi s'approprie la question des consommations d'eau. Je sais que l'ANRU module ses aides, en particulier par rapport aux consommations d'eau, mais il y a plein d'autres dispositifs qui ne modulent pas assez ou qui n'impliquent pas un certain nombre de réflexions sur la sobriété en eau. Or, nous sommes aujourd'hui dans un manque crucial d'eau sur la durée. Dernier élément que vous vouliez évoquer, le recyclage. Effectivement, il est temps que le bâtiment de demain soit un bâtiment qui soit aussi le bâtiment d'après-demain. Et le bâtiment d'après-demain, c'est la question de la déconstruction, c'est la question du recyclage. Et oui, après 20 ans de lutte, ça fait 20 ans qu'Amorce dépose des amendements pour qu'il y ait une collecte sélective des matériaux de la construction dans ce pays. Nous avons obtenu gain de cause dans la loi AGEC. Et normalement, je dis normalement, mais en fait, je devrais l'enlever parce que j'en suis même plus sûr, au 1er janvier prochain. Non, vous le savez très bien que ce Donc sera je pas sais appliqué. très bien que ça n'aura pas lieu, donc puisqu'on va le faire normalement, au 1er janvier prochain, il y a un dispositif de collecte sélectif massif des déchets du bâtiment. Les éco-organismes ne sont pas prêts. Et voilà, alors puisque c'est le journaliste qui le dit... Ouais, j'ai sorti une enquête là-dessus lundi, c'est juste pour faire... Voilà, je fais ma pub 2 secondes. J'invite quand même les gens qui s'intéressent à la question à pousser pour que enfin dans ce pays, il y ait massivement... Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui ont fait des choses très très bien. Je parle en particulier de mon voisin, mais pas que. Mais il faut quand même savoir que la majeure partie des déchets du bâtiment, en particulier aujourd'hui, ne font pas l'objet d'une collecte sélective multiflux, ne font pas l'objet d'un recyclage, finissent dans des centres d'enfouissement et de temps en temps d'incinération. Et de temps en temps, il faut le dire, je ne veux pas diaboliser, mais c'est la réalité. Il faut quand même savoir que c'est la mort d'un maire, le maire de Signes, qui a provoqué la décision gouvernementale d'acter cette filière. Tout à fait. Il y a des dépôts sauvages et qu'un certain nombre de dépôts sauvages sont dans la filière du bâtiment. Et les élus locaux se font écraser par des camionnettes. Que le bâtiment du futur, le bâtiment sobre, il soit sobre en énergie, sobre en eau, et il ne soit pas sobre en économie circulaire, il ne soit pas vertueux en économie circulaire. Il faut vraiment que toute la profession assume ça, et je vais le dire avec mes mots, y compris la FFB et la CAPEB. Je l'ai dit. Voilà, c'est dit. Message envoyé à la Fédération française du bâtiment et à la Confédération de l'artisanat et des PME du bâtiment. Désolé, j'ai encore traduit les acronymes. Madame la préfète, l'ANRU, puisque maintenant tout le monde sait ce que c'est, comment prend-elle tous ces enjeux de sobriété? Alors, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, notre objectif, c'est bien évidemment, il est double. Bien sûr, agir pour faire en sorte d'améliorer la vie des habitants. Et dans l'amélioration de la vie des habitants, il y a lutter contre la précarité énergétique. Et ce que vous avez dit, c'est extrêmement important, et on le voit avec l'augmentation des prix de l'énergie. On a la responsabilité, lorsqu'on construit comme ça une ville de demain, de penser cette question de la précarité énergétique et de la réduction de la précarité énergétique. Les simulations qu'on a faites avec le CSTB... Conseil scientifique et technique du bâtiment. Que nous aurions une réduction de 80% de la précarité énergétique des ménages touchés par des programmes de renouvellement urbain, ce qui est extrêmement significatif et un levier extrêmement fort. Encore plus aujourd'hui, lorsqu'on voit que ces données avaient été faites avant l'augmentation des prix de l'énergie. Donc vous imaginez aujourd'hui l'effet levier qui doit être encore plus fort. Ça, c'est un élément extrêmement fort. Le deuxième, c'est effectivement qu'on doit être exemplaire dans tous les bâtiments qu'on construit aujourd'hui. Et je rajouterai 2 éléments de complexité parce qu'il faut toujours en rajouter un petit peu. Je pense que dans ces éléments d'exemplarité, je partage à 150% ce qui a été dit à l'instant sur notamment le réemploi. Vous le savez, dans le cadre du programme de renouvellement urbain, nous devons parfois démolir des bâtiments pour des raisons de dysfonctionnement urbain ou de bâtiments qui ne sont pas en capacité de rester ou pour revenir sur des grandes barres qui avaient été construites à un temps où on pensait que c'était bien de construire des barres d'1,5 km de long. Bon. C'était génial et qu'on allait pouvoir loger plus de monde. Et donc, mais aujourd'hui, on le fait avec cette volonté de la déconstruction et du réemploi. Et je vous incite, si vous voulez voir un exemple qui fonctionne très bien, il y en a plein en France, mais j'en ai visité un il y a peu de temps, allez sur le plateau de Haye à Nancy. Vous avez une maison du réemploi au pied de la barre qui est en train d'être en partie coupée pour qu'elle soit moins grande. Et vous avez dans un vieux centre commercial des alignements de baignoires, de lavabos, de chaînes, etc., qui vont être réemployés dans la réhabilitation qui est faite dans le même quartier, au même endroit, avec des salariés en insertion qui sont là pour trier, remettre en état et permettre le réemploi. Ça, c'est ce que l'on doit faire maintenant, tout le temps, dans tous les quartiers, dès qu'on déconstruit des logements. Et c'est un sujet sur lequel nous finançons des plateformes de réemploi pour faire en sorte que les collectivités fassent ce genre de choses. C'est un élément extrêmement important. Mais au-delà de ça, nous travaillons effectivement sur la gestion de l'eau, vous l'avez dit.
mais aussi pour essayer de trouver des réponses qui soient adaptées par rapport aux situations spécifiques des territoires. Je parlerai une seconde d'outre-mer. En outre-mer, nous travaillons pour essayer de faire en sorte de financer des bâtiments, et je remercie encore une fois les constructeurs qui trouvent ces idées et qui cherchent la façon de répondre à ces grands enjeux, qui ne nécessitent pas de climatisation, qui sont orientés de telle manière avec un brassage d'air qui permettent d'être construits sans climatisation. Ça aussi, c'est des choses sur lesquelles nous devons agir, et lorsque nous construisons des bâtiments nouveaux, il faut absolument que nous pensions à l'ensemble de ces éléments-là. Je pourrais vous citer beaucoup d'autres exemples, comme à Mayotte, où nous avons des expérimentations sur du financement d'habitat en briques de terre crue pour faire en sorte, là aussi, d'avoir des constructions rapides, respectueuses aussi des traditions sur le territoire et surtout respectueuses de ce que ce territoire peut accepter pour faire face aux problématiques climatiques qui sont extrêmement fortes sur ce territoire. Je voudrais citer deux choses sur lesquelles je pense que collectivement nous devons réfléchir à l'avenir de manière encore plus forte pour que le zéro carbone, ça soit dans tous les bâtiments et dans tous les projets que nous menons. On a un enjeu majeur sur les bâtiments patrimoine architectural remarquable. Nous travaillons à Nanterre, notamment sur les tours nuages que vous connaissez tous, pour faire en sorte que ces tours soient aussi réhabilitées avec le confort thermique et avec les enjeux que nous avons aujourd'hui, mais en respectant le style et la marque architecturale qui a été celle d'Émile Alliot. C'est important qu'on trouve ensemble des réponses, et là aussi on a besoin de l'innovation et de l'investissement des industriels sur ce sujet. Le deuxième sujet qui est devant nous et qui est de plus en plus fort et dont on parle de plus en plus, c'est l'habitat privé dégradé. On intervient dans beaucoup de secteurs en habitat privé dégradé. C'est un sujet qui est majeur pour nous devant. Enfin, je veux dire, on a beaucoup travaillé sur le logement social. On travaille avec l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, sur la prévention et la lutte contre l'habitat privé dégradé. Ce sujet, il est majeur et nous devons ensemble travailler aussi sur la façon dont nous arrivons sur ces habitats qu'il faut souvent préserver, et donc on ne veut pas être sur des nouvelles constructions, donc on est en réhabilitation pour qu'à chaque fois sur la réhabilitation, on cherche à aller plus loin en termes de réhabilitation thermique et en termes de bâtiments pauvres en carbone. Je m'arrêterai là parce que le temps tourne. Oui. Vous dire que les quartiers en renouvellement urbain, ce sont des laboratoires d'innovation, et donc nous sommes vraiment toujours à l'écoute de projets portés par les collectivités territoriales, mis en œuvre par des bailleurs ou des industriels ou des constructeurs, qui permettent effectivement d'améliorer le confort thermique de ces bâtiments. Et j'aurai plein d'autres exemples à vous donner, mais je vais m'arrêter là pour laisser la parole aux autres. Je vais poser la même question à François Pitty, à Jean-Éric Fournier. Est-ce que les constructeurs d'aujourd'hui, que vous êtes, développeurs, sont-ils pas en train de devenir contraints et forcés les rénovateurs d'après-demain ? Dans ce cas-là, c'est une bonne chose, mais on a essayé, en tout cas depuis quelques années, d'être proactif sur ce sujet, de densifier, de rebâtir la ville sur la ville. Ça a été dit sur les cycles, hein, les matériaux sont là, les solutions sont complexes, il ne faut pas se le cacher, évidemment. Je parlais de modélisation numérique, il y a énormément aujourd'hui de recherches sur l'utilisation, suivant différents cycles, des matériaux après des constructions. Mais clairement, la dimension de temps, ça a été dit tout à l'heure par Anne-Claire Mialot sur la résilience, vous parliez de résilience, était parlé de flexibilité énergétique, de réutilisation, donc cette dimension temporelle, elle a été souvent négligée. Et c'est clair que je pense que le défi collectif, pas seulement des constructeurs ni des développeurs, mais c'est un défi collectif, privé, public, tous acteurs confondus, c'est de se dire comment est-ce qu'on utilise au mieux, on rénove au mieux, on réhabilite au mieux l'existant, puisque c'est aujourd'hui 98, voire plus que 99% effectivement de la ville, avec seulement 1%, moins de 1% qui se renouvelle. Et ce 1% qui se renouvelle, effectivement, le bâtir différemment, penser flexibilité d'usage, par exemple. Hein, il y a nombre de bâtiments tertiaires qui sont utilisés entre 20 et 30% du temps, hein, ce qui est une hérésie. Donc comment est-ce qu'on peut réfléchir collectivement aussi aux usages ? Un bâtiment, ce n'est pas seulement quelque chose de minéral, c'est aussi des utilisations, il faut que ça vive, il faut que l'immobilier devienne mobilier quelque part. Hein. Ce terme d'immobilier, il doit être quelque part... Il ne doit plus être immobile. Doit être, exactement, l'immobilier doit devenir mobile. Et puis le dernier point, c'est effectivement, ça a été évoqué sur l'eau, mais également sur les déchets, hein, valorisation des déchets organiques, réflexion sur les mobilités, sur le numérique. Tous ces secteurs qui ont pensé en fait la ville plutôt en silo, je dis pudiquement, mais et j'inclus le secteur de la construction, aujourd'hui face aux défis que l'on vient d'évoquer, doit se saisir en fait
de cette situation et se dire on réfléchit à des valorisations caloriques de déchets organiques, c'est de l'énergie et des déchets. Mobilité, c'est un tiers de l'énergie. On sort souvent et on rentre souvent dans les bâtiments. Comment on réfléchit sur l'ensemble. Le numérique comme un outil. Et puis l'eau, elle est souvent consommée également dans les bâtiments. Donc ces effets d'échelle, ces effets collaboratifs, je pense qu'il faut effectivement s'en saisir. Et c'était l'objet, quand je vous disais, le verre est à moitié plein. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce sujet. Jean-Éric Fournier, on a déjà 2 minutes de retard, donc prenez 2 minutes de plus, hein, on n'est plus à ça près. Je crois qu'effectivement, il y a Un petit peu quand même. un changement au niveau du périmètre à prendre en compte quand on conçoit un immeuble, et j'allais dire même quand on gère un immeuble. C'est vrai par exemple il a été question tout à l'heure de transport, et tous les sujets d'accessibilité sont clés évidemment dans nos métiers. Il y a tout le sujet des services, des commerces, la proximité, comment évolue le quartier, c'est très important pour nous, mais c'est très important pour nos utilisateurs, les utilisateurs de nos immeubles. Un mot qui n'a pas été encore utilisé, c'est celui de la biodiversité. Et en fait, pendant très longtemps, si vous voulez, ça se résumait à faire une pelouse avec une haie autour. On disait, on a un jardin magnifique. Aujourd'hui, un jardin d'entreprise, c'est bien autre chose. Aujourd'hui, c'est un objectif de pleine terre, de tout ça. Voilà, d'objectifs de pleine terre, même d'agriculture urbaine, de lieux de convivialité. On peut y tenir des réunions, etc. Nous, on a un exemple tout près d'ici, dans le 5e arrondissement, où c'était un opérateur avec lequel il n'y avait pas 1 mètre carré de biodiversité. Donc, si vous voulez, c'est facile de parler de biodiversité positive après ça. Et donc, on a complètement restructuré l'immeuble, remis aux meilleurs standards, mais en même temps, créer des jardins d'entreprise, justement, retrouver de la pleine terre en supprimant des locaux techniques qui se retrouvaient en rez-de-chaussée, et puis créer des terrasses végétalisées. Donc, on a créé vraiment tout un aménagement et qui a été un des critères de choix du locataire qui est venu s'établir dans l'immeuble. Le terme de culture n'a pas été utilisé aussi. Nous, on est signataire avec le ministère de la Culture de l'opération Un immeuble, une œuvre d'art. Et c'est aussi un moyen de, quand c'est mis à disposition en extérieur ou à la faveur de certaines réunions qui peuvent être ouvertes à des associations et à des acteurs externes, de partager sur ces sujets. Pour en revenir à l'énergie, on a aussi un élargissement du sujet avec les fameux smart grids, donc qui vont être aussi accusés d'être beaucoup sur l'électricité, mais je précise aussi beaucoup sur les réseaux. Ouais. Et puis le terme de résilience a été utilisé avec, pour nous, c'est surtout les risques d'inondation, d'élévation du niveau de la mer, de précipitations exceptionnelles, sécheresse, canicule, qui sont des gros sujets pour les villes, pour les quartiers, et donc pour nous aussi, comment l'immeuble va réagir à tout ça. Donc c'est des études qu'on réalise pas seulement sur les immeubles neufs, mais sur les parcs qu'on a en exploitation en Europe, pour justement mieux comprendre comment adapter nos critères de gestion dans l'avenir. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous.